et un livre Darwin contre Darwin, comment lire l'origine des espèces, et encore un livre qui, bon, il y a plusieurs, mais un livre qui s'appelle La virilité, à quoi rêvent les hommes. Ensuite, voilà, je pourrais demander ensuite à Thierry Hockey de vous présenter voilà, certains de ses travaux, mais je ne doute pas que pendant cette conférence, nous aurons une idée de ses intérêts scientifiques. Je passe la parole à Thierry Hockey. Ouais, merci pour la présentation. En fait, j'ai choisi la solution hybride de lire un texte et de le faire défiler en même temps au tableau. Voilà, donc, et il y aura également un exemplier qui va circuler, qui contiendra l'énigme que je soumets à notre intellect collectif ce matin. Hier, cette énigme a été qualifiée par un collègue, je ne sais pas s'il est là, de structuralisme dégénéré. Donc voilà le programme. Donc voilà, l'objectif, il m'a paru important pour commencer nos travaux, de revenir sur les termes en fait d'humain, post-humain et transhumain, afin d'essayer d'en éclaircir le sens, le contexte. Et je suis parti du constat, et je commence à lire, donc, que de multiples personnages mettent en scène en fait l'humanité et ses autres. Alors ces personnages, je les appelle par ailleurs des presque humains en fait. Ces presque humains, ce sont les mutants, les cyborgs, les zombies, les robots, avec une liste qui n'est bien sûr pas exhaustive, et à laquelle on pourrait ajouter les hubots, les clones et quantité d'autres hybrides, entités symbiotiques. Donc ces fictions sont hantées par la relation qui existe entre l'humanité et ses autres. Ces formes sont-elles déjà humaines, encore humaines, ennemies de, alors j'ai mis l'humanitude, pour la distinguer un peu de l'humanité qui serait un peu peut-être une valeur plus morale, mais disons le caractère d'être humain, l'attitude proprement humaine. Donc interroger les aspects de cette prolifération de personnages à laquelle nous sommes finalement soumis dès que nous sortons de cette salle, puisque en fait la culture populaire s'est construite autour de la multiplication de ces personnages et croiser donc cette multitude de personnages à la tripartition entre humain, transhumain et post-humain. Donc dans un premier temps, je vais démêler autant que je peux la signification de ces termes, avant ensuite dans un deuxième temps de proposer un exercice de pensée tabulaire autour de l'analyse de cette feuille. Donc humain, transhumain, post-humain. D'abord, si l'humain est le terme de référence dans ces débats, c'est précisément parce qu'il a été détrôné de sa position centrale. On peut ici tirer certaines conséquences d'abord de l'évolutionnisme darwinien. En premier lieu, l'humain apparaît comme une créature contingente et non plus le couronnement de l'ensemble de l'aventure du vivant. D'une part, toutes les espèces sont soumises à un destin d'extinction. Si la durée de vie des espèces n'est régie par aucune loi ni aucune nécessité, il ne semble guère qu'espèces puissent durer toujours. Ça a été rappelé hier par Bernard Spetz. D'autre part, pas de point oméga, pas de noosphère, comme chez Teilhard de Chardin, dont l'humanité marquerait la manifestation la plus haute à ce jour. Au contraire, selon une image chère au paléontologue Stephen Jay Gould, si l'on, il développe ça dans son livre La vie est belle, si l'on repassait une seconde fois le film de l'évolution, eh bien, on n'aurait aucune certitude d'avoir le même développement. C'est-à-dire, si on part des premiers organismes, eh bien, on n'est pas sûr d'arriver à la lignée des vertébrés, et encore moins à cette créature supposée couronner le mouvement des vertébrés que sont les humains. Donc, l'apparition de l'humain ne serait en rien nécessaire. L'humain apparaît donc comme une forme marquée deux fois au saut de la contingence, si on prend ce prisme darwinien, dans sa destinée, qui peut être conduite à la fin, et dans son origine, parce qu'elle pourrait donc bientôt cesser d'être, et parce qu'elle aurait aussi bien pu ne pas apparaître. Premier élément de contingence. Deuxième élément, les représentations nouvelles d'une évolution par symbiose.
qui ont contribué à renouveler notre conception de l'organisme. Bien loin de supposer un organisme autarcique et autonome, ces conceptions nous ont montré l'importance d'associations entre espèces pour former les organismes que nous connaissons aujourd'hui. Et cela se produit à différentes échelles de temps et à différents niveaux de l'organisme. Le premier niveau, celui qui s'est produit donc dans les temps les plus reculés et aussi celui qui touche le plus profondément à la structure de l'organisme, concerne le niveau cellulaire. À l'intérieur de la cellule, en effet, les mitochondries, qui sont donc des organites extranucléaires, donc vous avez dans la cellule le noyau et puis des petites choses qui flottent, et dans ces choses qui flottent, il y a les mitochondries dont on vous dit qu'elles seraient en réalité, qui servent à la respiration, et dont on vous dit qu'en réalité, elles seraient en fait des organismes au départ extérieurs qui auraient été en quelque sorte absorbés par la cellule primitive et avec laquelle, au lieu d'être digérées, elles se seraient mises à coexister en fait. Donc l'origine de la cellule eucaryote telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle qu'elle fonctionne dans nos organismes serait à l'origine symbiotique, hybride, coexistence. C'est une thèse qui a été développée en particulier par Lynn Margulis, mais qui est très fréquente dans toute cette littérature sur la symbiose. Second niveau également essentiel concernant les symbioses, c'est évidemment la question de la flore intestinale. La flore intestinale dont on se demande aujourd'hui si elle ne serait pas finalement l'organe oublié. C'est le titre d'un article qui a été publié par O'Hara et Shanahan et qui consiste à dire en fait, on a décodé le génome humain, mais on a laissé de côté la flore intestinale, puisque effectivement, qui va considérer que des bactéries font partie de cet être splendide qu'est l'être humain? Et pourtant, sans les bactéries, nous ne pouvons pas fonctionner. Donc c'est ce que j'ai inscrit ici. La flore intestinale est transmise dès la naissance de manière verticale, par la mère au nourrisson. Elle définit profondément l'identité de l'individu. Peut-on imaginer un individu qui vivrait sans sa flore bactérienne? De fait, cela n'est pas possible. Donc l'hybridité, on la retrouve également à ce niveau-là. Ainsi que ce soit par les mitochondries ou par la flore bactérienne, l'histoire de l'humanité serait un destin d'hybridation et de pollution. C'est ce que la philosophe Donna Haraway a voulu mettre en avant à partir de l'exemple de la domestication du chien. L'évolution de l'humain est une histoire de coévolution, nécessairement impure. Et donc là, on retrouve un troisième niveau d'hybridité. Voici ce que raconte Haraway au début de son manifeste des espèces compagnes, Companion Species Manifesto. Ça date de 2002 ou 2003. Le récit des baisers qu'elle a échangés avec sa chienne, Miss Cayenne Pepper. Donc j'ai mis les citations en français. Miss Cayenne Pepper continue de coloniser toutes mes cellules. À coup sûr, un cas de ce que la biologiste Margulis appelle symbiogénèse. Je vous parie que si vous contrôlez notre ADN, vous trouverez quelques puissantes transfections entre nous. Sa salive doit posséder des vecteurs viraux. À tous les coups, les baisers de sa langue dardante ont été irrésistibles. Sa langue rapide et souple de Red Merle Australian Shepherd a imprégné les tissus de mes amygdales de ses avides récepteurs immunitaires. Nous avons eu des conversations interdites, nous avons eu des rapports buccaux. Donc, notons que si ces contacts entre individus ont abouti à des échanges génétiques, c'est précisément ce que Margulis appelle du sexe bactérien. Donc c'est une scène de zoophilie, si on veut, ici, ou en tout cas d'échanges transspécifiques qui, pour Haraway, ne constituent pas une quelconque pathologie, mais définit la nature même de notre coexistence en fait, avec les espèces compagnes, en fait, qu'elle refuse d'appeler les espèces domestiques, pour mieux marquer ce compagnonnage, en fait, cette coévolution des espèces au fil du temps. À cette hybridité biologique, donc, on voit entre des organites, entre des espèces ou des organismes différents, des vivants différents, si on peut, parce que j'ai du mal à appeler des bactéries des organismes à proprement parler, et le concept d'espèce appliqué aux bactéries également est très sujet à caution, mais donc à cette hybridité d'ordre biologique s'ajoute également un autre type d'hybridité qui contribue également à remettre en question la définition de l'humain, c'est la question des rapports entre machines et organismes. Et ici, si les artefacts ne sont pas des applications de connaissances théoriques, c'est-à-dire si la technique, en fait, ça n'est pas la science appliquée, contrairement à une définition usuelle, si les outils et les machines sont bien, comme l'écrivit Descartes, en un sens naturel, au sens où ils respectent les lois de la nature dans leur fonctionnement,
ils sont également, en un autre sens, naturels, au sens où ils ont également une origine naturelle. Pas une machine, pas un artefact qui naît derrière lui, un organisme vivant en fait, à son principe, à son origine, à l'origine de sa production. Trois philosophes ici me paraissent centraux dans l'établissement de cette thèse, outre Darwin, dont j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais outre Darwin qui montre que le recours des artefacts a des racines naturelles, Bergson ici joue évidemment un rôle central. Je n'oserais pas parler de l'évolution créatrice ici devant Arnaud François, mais il me semble que dans l'ouvrage, Bergson redéploie l'opposition organe-technique comme la différence entre des organes intérieurs et extérieurs, rattachés à deux grandes directions de l'évolution. L'instinct, qui produit des glandes, on voit ça chez les insectes, donc des glandes, c'est-à-dire des organes intérieurs, et l'intelligence, qui produit des outils, c'est-à-dire des organes extérieurs. L'instinct travaille dans une adhésion complète, aveugle et tâtonnante à la vie et à la durée. Il est extrêmement efficace, mais sans aucune liberté. L'intelligence, en revanche, dépose des artefacts, produisant des effets dans un nécessaire écart et presque une retombée de la durée. L'intelligence peut tenter de regagner par un effort ce sentiment de la durée qu'est l'intuition, mais on ne peut considérer les artefacts déposés par l'intelligence comme des productions de l'instinct. Un outil, ça ne sera jamais un organe ou une glande. Bergson souligne comment l'invention mécanique est une fonction biologique, un aspect de l'organisation de la matière par la vie, et dans l'opposition entre l'instinct et l'intelligence, les organes intérieurs et extérieurs, les outils sont des instruments en vue de la survie. Autrement dit, comme je le disais, il y a des organismes à l'origine des machines, du vital à l'origine de la technique. Le deuxième philosophe que je voudrais citer ici, peut-être un peu moins connu, c'est la figure de Raymond Ruyère, philosophe de Nancy, donc, qui reprend le thème des machines comme des organes de l'espèce humaine. L'outil extérieur, écrit-il, est une manière pour l'organisme d'éviter l'épreuve, le risque de la métamorphose. Inventer des outils, c'est finalement produire des idées, c'est-à-dire des mutations qui n'affectent pas ce qui est écrit sur l'ardoise cérébrale et qui ne présentent directement aucun danger biologique. Une mauvaise idée ne provoque pas d'hémorragie cérébrale. On peut toujours l'effacer, essayer autre chose, ce qui permet une accélération du rythme des inventions humaines, donc du rythme de l'évolution humaine, sans commune mesure avec le rythme lent des inventions organiques. Ruyère note comment la technique humaine inaugure non pas le règne de l'intelligence, mais le règne des circuits externes, le règne de l'invention accélérée par le procédé cérébral. Non seulement l'homme, alors vous avez remarqué peut-être depuis le début, je ne dis pas l'homme, moi je dis l'humain, on pourra en discuter si vous voulez. L'humain donc a inventé des moyens de protection, de locomotion, d'attaque et de défense, des yeux, des dents, des peaux artificielles, mais sa vie intellectuelle et même sa vie instinctive ont tendance à sortir de lui. Il a déjà sa mémoire dans les bibliothèques, il aura bientôt sa pensée dans les officines de propagande. Je ne sais pas si c'est un vœu ici de la part de Ruyère, mais même l'instinct individuel de reproduction passe par le bizarre circuit d'une subvention de l'État. Ici, il fait référence aux allocations familiales, bien sûr, qui sont le véritable principe qui détermine les individus à se reproduire ou pas. Chez Ruyère, le monde technique s'étend bien au-delà des outils, donc incluant l'ensemble des artefacts, y compris les villes, les usines, et on le voit, les lois ou les différents systèmes d'allocation. Glosant sur des formules de Bergson, Ruyère conclut « Le vrai corps de l'homme est bien au-delà de son propre corps ». Enfin, je ne développerai pas ce point ce matin, faute de temps, mais on pourra également en discuter. Georges Canguilhem, bien sûr, va tirer les leçons de ces philosophies de l'artefact naturel en formulant le nom l'organologie générale ou théorie générale incluant sous un même chef des organes et des outils. Alors si je fais un traitement un peu rapide de Canguilhem, je m'en expliquerai tout à l'heure quand je commenterai les tableaux. Si j'oublie de le faire, n'hésitez pas à me le rappeler. Au récit de cette évolution contingente et hybride, donc, hybridation entre entités organiques et avec les entités techniques, on peut substituer l'idée d'une certaine prise en main de la destinée humaine par elle-même, et cela nous conduit au transhumanisme. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai posé le cadre, à mon sens, ce qui mettait en danger la figure humaine, la destituer de son essence, et je vais analyser maintenant les deux figures suivantes, transhumain et posthumain. Alors,
Transhumain tout d'abord. Si la conséquence de l'évolutionnisme, c'est la destitution de toute espèce métaphysique, le renoncement à l'existence de tout type immémorial, on peut imaginer que cette contingence, on pourrait dire, offre aussi un blanc-seing pour la modification. Si la forme que nous connaissons sous le nom de humain, Homo sapiens, est le produit d'une histoire contingente, si donc toutes les espèces au fil de l'histoire s'éteignent, si la présence d'Homo sapiens sur Terre est l'objet d'une histoire au cours de laquelle d'autres formes rivales ont pu s'éteindre, alors non seulement l'humain peut agir en retour sur sa propre histoire, mais on pourrait dire qu'il est du devoir de l'humain de prendre en charge sa propre évolution, c'est-à-dire aussi d'assurer les conditions de sa survie. Donc ça, c'est un thème tout à fait classique de la science-fiction, l'émergence de formes plus performantes, mais également, à l'inverse, un grand classique de l'histoire de la paléoanthropologie, si vous réfléchissez à l'origine de l'espèce humaine par rapport aux autres formes anthropomorphes avec lesquelles elle a coexisté. Donc, dans cette histoire, l'humain se voit doté d'un rôle nouveau. C'est comme s'il était désormais autorisé, non seulement autorisé, mais même requis d'intervenir activement dans le cours de l'évolution du vivant, et particulièrement dans le cours de l'évolution de la sienne propre, de sa propre évolution. Nous sommes passés donc de la maîtrise de la nature à la fabrique du vivant, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que le terme transhumanisme, en fait, prend acte de cette nécessité dès 1957. C'est-à-dire, on pourrait dire, dans un état de la biotechnologie complètement rudimentaire, enfin inexistant. Transhumanisme, donc, créé en 1957 par Julian Huxley, qui note, c'est comme si l'humain, donc, avait été subitement nommé directeur général de l'affaire la plus importante, l'affaire de l'évolution. Alors Huxley lui-même avait été nommé directeur général de l'UNESCO, alors peut-être qu'il voyait comme ça un parallèle entre sa propre destinée et celle de l'humanité, mais directeur général de l'affaire de l'évolution, vous voyez, nommé sans avoir été consulté, sans qu'il ait été prévenu et préparé, et ne pouvant récuser cette responsabilité, qu'il le veuille ou pas, qu'il soit conscient ou pas de ce qu'il fait, il est, c'est un fait, le point déterminant de la direction à l'avenir de l'évolution sur cette terre. C'est son inéluctable destin, et plus vite il le réalisera et y croira, mieux ce sera pour tous les intéressés. Donc on voit ici que cette prise en charge de l'évolution, elle concerne bien sûr l'évolution humaine, mais elle concerne plus généralement l'évolution générale des vivants. L'humain se trouve en posture, on pourrait dire, non pas de maîtrise, ce qui supposerait une sorte de contrôle rationnel et conscient, mais de responsabilité en tout cas, de responsabilité et devant une sorte, on pourrait dire, de pouvoir qui est également un devoir. Et comment cette responsabilité se formule? Vous avez la formule ici. La réalisation la plus totale des potentialités humaines par l'individu, par la communauté ou à travers les espèces au long de l'aventure processionnelle dans la coulée du temps. Alors la formule est un peu ambiguë, mais ce qui est intéressant, c'est que réalisation la plus totale des potentialités humaines. On ne sait pas ce que ça veut dire, parce que nulle part les potentialités ne sont inscrites ou définies. On n'a pas les tables de la potentialité où on pourrait consulter en fait ce à quoi ici il est fait référence. Et cet accomplissement des potentialités définit un modèle non seulement pour chaque personne, chacun doit s'efforcer de réaliser au maximum ses potentialités humaines dans son existence, mais également en tant qu'espèce. Donc c'est le deuxième élément, par la communauté. Mais également, et ça devient encore plus problématique, à travers les espèces au long de l'aventure processionnelle dans la coulée du temps. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que ça veut dire humaniser les espèces dans la mesure du possible, leur donner accès au langage, les faire advenir à une destinée au-delà d'elles-mêmes, c'est-à-dire d'étendre beaucoup plus largement l'ensemble de la communauté rationnelle, d'échange, à laquelle on pouvait faire référence hier à travers la référence à Habermas. Le constat de Huxley, finalement, c'est que les voies de l'évolution se sont rétrécies et que
désormais, la seule voie qui reste ouverte, c'est la voie du cerveau, la voie de l'esprit. C'est la ligne que nos propres ancêtres ont adoptée, et c'est cette avance qui a permis à l'humain de devenir le dernier type dominant dans l'évolution. Donc, voilà. Après, les citations se répètent un petit peu, mais donc je vais les passer, parce que si vous voulez lire le texte de Huxley, vous le ferez. Mais disons, voilà, je vais lire simplement celle qui est en gras. La race humaine, si elle le souhaite, se dépassera elle-même, non pas sporadiquement, grâce à un individu ici par une voie, un individu par là sur une autre voie, mais en sa totalité en tant qu'humanité. Il nous faut un nom pour cette foi nouvelle, peut-être transhumanisme serait approprié, l'homme demeurant homme, mais se transcendant en réalisant les nouvelles possibilités de sa nature et eu égard à sa nature humaine. Donc en fait, quand nous croirons au transhumanisme, alors nous réaliserons enfin consciemment notre destinée. Et nous la réaliserons collectivement, c'est-à-dire sans nous en remettre à l'émergence, ici Huxley disait sporadique, ça veut dire en nous en remettant au hasard des aléas, des mutations qui font de temps en temps apparaître des humains exceptionnels. Ici, nous la réaliserons collectivement et consciemment, c'est-à-dire en fait, on pourrait dire l'apparition d'humains exceptionnels sera institutionnalisée, planifiée en fait. Et nous serons tous exceptionnels et nous contribuerons tous collectivement à cette émergence. Créé à la fin donc, des années 50, le terme connaît un renouveau, on pourrait dire, avec un ensemble de techniques nouvelles. Les transhumanistes pensent donc que les avancées techniques telles que la procréation in vivo, l'ectogénèse ou utérus artificiel, le génie génétique, l'informatique, la cybernétique, les nanotechnologies vont engendrer un humain nouveau à la santé parfaite. Et ici, la question que je voudrais poser pour conclure sur cette section, peut-on éviter le transhumanisme? Autrement dit, l'espèce humaine n'est-elle pas nécessairement l'espèce transhumaine? Quelle qu'en soit la forme ou le degré, l'espèce humaine n'est-elle pas toujours déjà transhumaine? Espèce nue, sans don de nature, j'ai indiqué, la liste des potentialités humaines, elle est enregistrée nulle part. Toute son existence serait arrachement à sa condition et déploiement de stratégies vitales non organiques. Quid alors du post-humain? Alors le post-humain, il me semble, signe la volonté de prolonger l'évolution en prenant acte du tournant cérébral et artificiel noté, j'ai mis par Bergson ou Bruyère, mais aussi par Huxley, on vient de le voir. Mais simplement ici, le post-humain stipule ou exprime la volonté de s'arracher définitivement au règne organique. Le post-humanisme va désigner la volonté de voir advenir une vraie intelligence artificielle susceptible d'être placée dans différents supports électroniques ou biologiques. L'immortalité deviendrait également possible pour les humains qui acquerraient ainsi la capacité d'être dupliqués dans des machines. Le post-humanisme achevé verrait l'existence concrète de dispositifs techniques de téléchargement de conscience dans des corps non organiques, l'esprit humain devenant identique à un programme, donc à un bien reproductible à des coûts très faibles. Donc la conscience, donc l'identité, serait transférable sur des supports autres que des corps humains biologiques. Donc c'est ça le pari, et on peut voir dans cette affaire le test de Turing comme étant en quelque sorte inaugural de cet effacement de l'incarnation. Le test de Turing, ça a été beaucoup analysé par Catherine Hales, consistant à savoir finalement qui est de l'autre côté du mur. Hein, vous parlez à quelqu'un qui vous répond ou à quelque chose qui vous répond, mais sans savoir qui c'est ou ce que c'est, si c'est un robot, si c'est un humain, si c'est un homme ou si c'est une femme. Voilà, vous parlez et vous devez parier en fait sur la nature ultime de qui vous envoie des signaux, vous envoie des messages. Effacement de l'incarnation au sens où le sujet est la chambre en fait qui se trouve derrière le mur, la pièce qui se trouve derrière le mur, qui vous envoie des signaux sur un écran, et c'est tout ce qui vous intéresse de la personne, donc une personne réduite à free will and free speech. Elle vous dit ce qu'elle veut, cette personne. Elle vous le dit librement, ça veut dire si elle veut vous mentir, vous tromper, c'est également possible, c'est inclus dans le dispositif, c'est compris dans le dispositif. Donc, une personne qui se réduit
à l'envoi de signaux d'information et qui se trouve également réduite aux catégories fondamentales de l'individualisme libéral. L'intelligence devient fondamentale dans l'identité humaine, mais ici l'intelligence, on comprend, c'est la capacité à envoyer un discours, à produire un discours. À manipuler en fait des systèmes de symboles formels. Donc le test de Turing ici exprime bien l'état d'esprit qui a régné dans l'intelligence artificielle. Tout ce qui importe, c'est la manipulation d'informations, de structures informationnelles, car l'information est traitée comme un fluide désincarné qui circule sans rien perdre de sa qualité. Peu importe le support silicium ou carbone de l'intelligence qui produit les messages, peu importe son sexe ou son genre, ce qui importe, c'est simplement l'information jugée distincte des individus qui la transportent. J'allais dire qu'ils la produisent, mais ça n'est même pas nécessaire en fait que l'individu soit réellement au principe des messages qu'il envoie. Si l'information est susceptible d'être transmise, c'est une simple structure. Elle n'est en rien liée à une instantiation particulière. Si l'information traverse librement le temps et l'espace, s'il est possible de décoder la personne et de télécharger son contenu informationnel sur un support silicium, si donc les machines peuvent devenir le dépôt de la conscience humaine, alors, symétriquement, on pourrait dire, les machines deviennent équivalentes à des êtres humains. Donc finalement, c'est cette équation, en fait, et cette désincarnation de l'intelligence qui constitue, il me semble, l'essence de ce qu'on pourrait appeler le post-humanisme. Or, paradoxalement, cette soif d'immortalité passe par un souci chez les post-humanistes de leur corps ici-bas. On peut se demander pourquoi. En fait. Ray Kurzweil, par exemple, a écrit un livre de diététique qui a été traduit en français sous le titre « Sommes-nous immortels ?» Et en réalité, c'est parce que, vous comprendrez, s'il faut bien manger, bien boire et bien prendre soin de soi, c'est parce qu'en fait, on n'en est pas encore au stade où cette migration en fait, vers un support non organique serait encore possible. Donc il faut ménager la monture, comme on dit, ménager le vieil âne-batté corporel pour nous permettre d'atteindre le jour où nous pourrons devenir pour de bon immortels. Donc je vais passer peut-être sur les figures, hein, Moravec, pour qui en fait on peut dire qui envisage l'avenir post-biologique de l'espèce humaine, Minsky, qui également évoque cette possibilité d'extraire des souvenirs dans le cerveau, de les importer sur des supports numériques. Pour simplement résumer, sur la fonction philosophique de ce post-humanisme, prendre acte du fait que la sélection naturelle n'est pas la providence divine, et que donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire simplement que la sélection naturelle n'a pas produit des organismes parfaits. Et donc, si la sélection naturelle n'a pas produit des organismes parfaits, eh bien, il nous appartient à nous de faire advenir cette perfection. Interroger l'humain, donc, comme dépôt d'un processus aveugle et contraint, et donc interroger notre pouvoir, voire notre devoir de refaire ce que l'évolution a plus ou moins bien fait, mais sans doute pas parfaitement bien fait. C'est le thème, on pourrait dire, de François Jacob, qui redéfinit l'évolution comme un bricoleur plutôt que comme un ingénieur. Si toute l'espèce humaine est un produit contraint, donc né de contingence, alors pourquoi ne pas la réviser et donc quitter le support organique pour les supports, j'ai mis silicium, mais ça part peut-être d'une opposition un peu simpliste de ce que seraient les supports, hein, les supports minéraux de nos futures personnes désincarnées. Voilà. Donc, je pense que ce panorama est assez bien posé. Je vais me livrer maintenant à ce que j'appelle un exercice de pensée tabulaire. On va commenter les tableaux que j'ai proposés. Il me reste un peu de temps quand même, oui. Jusqu'à 25 pour l'exposé? D'accord. Ok. Donc, un exercice de pensée tabulaire, ça sert à quoi? Ça marche plus. Voilà. L'idée, c'est à quoi ça sert de penser en tableau? Faire des tableaux, pour moi, c'est un outil extrêmement pratique parce que ça permet
de se poser des questions. Si vous faites un tableau, il y a des cases vides et puis ça vous dit, ah ben tiens, pourquoi il y a une case vide là? Qu'est-ce qui pourrait tenir lieu de cette place-là? Donc ça crée des places, et en créant des places, ça oblige à penser, à distribuer, à penser de manière comparative. Donc pour moi, l'exercice de la pensée tabulaire, c'est un exercice parfaitement heuristique et fécond. Donc ça, c'est le premier point. En apparence, également, c'est un outil extrêmement appauvrissant, dans la mesure où chaque entité est tenue de remplir une case. D'accord? Donc c'est ce que j'appelle ici tidy pigeonholing. Il faut mettre chaque petit pigeon dans sa boîte. Et puis, bon, tant pis pour les pigeons qui sont entre deux cases. Vous allez me dire, après avoir fait l'éloge de la pensée hybride dans la première partie, c'est bizarre de faire des tableaux derrière. D'accord? Mais précisément, je crois que cette pensée tabulaire, on le verra, elle permet aussi justement de voir comment des formes justement échappent à cette typologie telle qu'on l'a définie. Alors, on va prendre le tableau maintenant. Vous prenez le premier tableau si vous voulez bien, celui qui commence par fondement philosophique. Et donc, la première figure, on le comprend, qui s'impose à nous, si on considère ce cadre darwinien que j'ai essayé de présenter, c'est bien sûr la figure du mutant. Alors, immédiatement, vous pensez mutants tels qu'on les voit dans la biologie, mais plus immédiatement encore, il faut penser X-Men. Il faut penser les individus qui se trouvent exprimer une singularité absolue. Les X-Men, tout le monde est familier avec la série? Ça va? Non? En fait, il y a énormément de choses qui sont passionnantes, à commencer par le parallèle qui est fait entre le mutant et l'adolescent, mais également entre le mutant et le juif persécuté. Donc, toutes ces liaisons ici montrent que le mutant symbolise dans la culture contemporaine la figure des individus dans la singularité, dont la différence est une valeur absolue qui doit être respectée et même en quelque sorte divinisée dans l'idéal démocratique qui est le nôtre. C'est une logique de la différence radicale qui est produite par une mutation aléatoire. Les X-Men, en fait, ne sont pas génétiquement modifiés. Ils sont nés comme ça. Et la plupart du temps, ils oublient même la nature, enfin, ils ignorent même la nature de leur pouvoir. Ils le découvrent par hasard. Donc ça veut dire que chaque individu dans la civilisation qui est la nôtre est doté de potentialités extraordinaires qu'il lui appartient de découvrir, de dompter et de tourner en direction du bien. Donc, cette singularité des individus est entièrement liée à la loterie. C'est donc, a priori, tout le contraire d'un eugénisme, puisque la bonne manière de faire des enfants dans le monde des X-Men, c'est de continuer comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de faire des enfants sans réfléchir, ou tout au plus de penser aux allocations familiales, mais c'est tout. D'accord ? Il ne s'agit pas d'établir un eugénisme ici. Donc on est vraiment dans une logique darwinienne de mutation, de différence individuelle qui est sacralisée. Pourquoi? Parce que dans la logique darwinienne, l'espèce n'est finalement que la différence individuelle qui a réussi. Donc il y a un devenir espèce des individus successful. Et c'est là que se pose le problème, bien sûr, c'est qu'effectivement, si les mutants forment une génération successful, je ne sais pas comment dire, réussie, rencontre le succès, eh bien ça en laisse derrière. Donc l'humain, et c'est là la guerre humain-mutant, vous voyez. Donc vous avez deux logiques dans les mutants, c'est-à-dire nous sommes tous des mutants, et en même temps les mutants ne sont pas exactement comme nous, et ils vont peut-être nous dépasser et nous exterminer. Voilà. Donc vous avez les deux logiques darwiniennes ici qui sont proposées. Donc j'ai mis, vous voyez, le tableau est fait comme ça, fondement philosophique. Donc là, ici, c'est vraiment la singularité des individus et leur contingence. Les couples d'opposition qui structurent cette figure, est-ce qu'on est par accident ou est-ce qu'on est
providence, c'est-à-dire associé à un destin? Est-ce que le hasard des mutations est soumis à, disons, le processus directionnel de la sélection? Est-ce que est-ce que les différences sont simplement des variations ou des monstruosités? On voit les idéaux qui sont incarnés, héroïsme, tolérance, droit à la différence des minorités, mais on voit aussi le risque associé, ce serait l'hyperspécialisation. D'accord? C'est-à-dire chacun étant très très doué pour quelque chose et très très nul pour tout le reste. Voilà. Ensuite, les deux figures qui suivent concernent le rapport en fait des humains aux machines. On l'a dit, il y a une ambiguïté ici fondamentale, et pour vous la faire saisir, je vais utiliser l'exemple de Robocop, en espérant utiliser une figure également commune. Un signal pop consommable et consommé par chacun d'entre nous, sur lequel on peut s'appuyer. Robocop, c'est un film déjà un peu ancien, alors peut-être que je présume un peu trop de votre culture cinématographique, mais Paul Verhoeven, 1986, on va dire, à peu près. Donc c'est quoi? C'est l'idée d'un humain qui est un flic, qui est abattu par la mafia, mais en même temps il n'est pas complètement abattu. Ses restes palpitants sont transportés dans un hôpital et on le sauve en fait. Donc il est crucifié, on peut dire, par les bandits, mais la médecine le sauve, le transforme en super flic, grâce à un appareillage d'acier. Donc on voit comment la technique ici se présente comme permettant la survie d'un individu menacé par différentes choses, mais en tout cas par le fait que l'organique n'est pas un support fiable pour notre existence. Et donc le métal, ça permet d'aller plus loin. Mais également, on voit que dans Robocop, ce qui est important, il y a une scène clé, voilà, il faut bien avoir en tête, c'est une scène où on est en caméra subjective du futur Robocop, et il a des intermittences de conscience dans laquelle on voit l'équipe médicale s'affairer, et dans cette équipe médicale, à un moment, on dit son bras, alors je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit, ça a une signification, mais j'aurais dû m'en souvenir, un des bras a été sauvé par l'équipe médicale. C'est ça que doit faire une équipe médicale, c'est sauver le corps. Mais en fait, là on dit non, 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 on va amputer ce bras organique et le remplacer par un bras de métal. Et ici, dans cette scène clé, on voit à quel point, en fait, sous prétexte de réparer l'organisme, en vérité, on veut produire un humain plus qu'humain qui serait entièrement désorganique. Enfin, amputé de l'organicité, amputé de la logique. Et là, on voit que le rapport à la technique, il est double. Dans la logique qu'on a décrite jusqu'à présent, que j'ai évoquée tout à l'heure, Bergson, Ruyer, Canguilhem. Et c'est pour ça que je n'ai pas parlé de Canguilhem plus que ça, parce que Canguilhem me semble absolument exemplaire de ce travers, en quelque sorte. L'organisme est toujours au principe de la machine. La machine est sous la dépendance des organismes. C'est une conception qui conçoit, qui conçoit pas en fait l'existence des machines, en fait, mais qui conçoit tout au plus l'existence des outils comme organes extérieurs. D'accord ? Et donc, tout ce qui est artificiel est vidé de sa radicalité, pour être rendu, placé sous la dépendance d'un sujet qui en fait des moyens pour ses propres fins. C'est le sujet organique qui pose les fins et les outils qui sont les moyens. D'accord ? Mais ça, c'est la logique que j'appelle la logique organorgue, c'est-à-dire la logique de l'organisme outillé. Le centre, c'est toujours l'organisme, et la technique, l'artifice, sert toujours de moyen, d'outil, d'équipement, soumis et docile. On peut le prendre, on peut le déposer, on peut l'éteindre et on peut l'allumer. D'accord ? Organorgue, c'est dire les organismes sont incomplets, insuffisants par nature, et donc ils produisent des dispositifs techniques qui leur permettent de s'augmenter, se compléter, etc. Mais ils restent intègres sous le dispositif technique. Ils ne perdent rien de leur autonomie. Donc ça, c'est la figure de l'organorgue, c'est celle qu'on trouve donc dans la tradition organologique Bergson, Ruyer, Canguilhem. Alors les problèmes propres de l'organorgue, vous les avez ici, c'est bien sûr notre incomplétude native, et c'est donc le fait que les organismes aient donc à disposition des outils, des instruments qu'ils peuvent utiliser
plus ou moins habilement. Donc la problématique de l'habileté, elle est vraiment décisive ici dans la problématique de l'organorgue. Il faut atteindre l'usage habile. Hein. Tout le monde ne peut pas être un carjacker. Hein. Vous ne pouvez pas, comme dans les films, monter dans une voiture, démarrer, rouler, et puis lâcher la voiture, prendre une autre voiture. Vous voyez, tout le monde n'est pas habile à faire ça. Ça demande une certaine expérience. C'est le problème du rapport à la technique. Idem, si vous avez des épées, moi je peux me couper avec une épée, mais d'autres pourront faire des choses formidables avec des épées. Voilà, donc c'est l'usage habile, vous voyez. C'est ça la vraie problématique de l'outillage. Mais en fait, cette problématique de l'outillage n'épuise pas le sens de notre rapport à la technique, dans la mesure où certaines techniques ne sont pas des organes, oui, mais sont peut-être des organismes. Et ça nous envoie à la problématique du système technique, où en fait, cette deuxième logique, c'est la logique que j'appelle la logique du cyborg, c'est celle que je viens de décrire avec Robocop. On voit bien que la technique n'est pas là juste pour servir de moyen, mais constitue une fin en elle-même. Et donc, il ne s'agit pas simplement de compléter le corps natif, mais peut-être de s'y substituer. Donc c'est cette deuxième logique du rapport à l'organisme qui nous place face à la question de savoir si notre support organique, celui que nous a légué l'évolution biologique, est le plus à même d'assurer notre survie à travers les temps. La dernière figure sur laquelle je vais m'attarder un petit peu ce matin, c'est celle du robot. Pourquoi on nous présente des fictions de robots? Comment fonctionne le robot dans les fictions? En fait, on s'aperçoit très vite que le robot est présenté en général comme l'anti-humain en quelque sorte. Ou alors le semblant d'humain. Anti-humain, ça serait aussi bien le Terminator que le robot central, l'ordinateur central dans 2001 de Kubrick, vous voyez, HAL, je ne sais pas comment vous prononcez dans vos langues respectives, en français on dit HAL, H-A-L donc, le robot central hein, qui suit sa propre logique inflexible et n'en a rien à faire qu'il y ait des organismes sensibles, dramatiques, amoureux, fragiles, qui soient impliqués dans la réalisation d'une fin. Seule la fin compte, c'est donc la rationalité dans toute sa dureté. C'est la pensée, on pourrait dire, mécanisée. Mais c'est aussi l'espoir de la vie artificielle et ça nous conduit vers les fictions plus sympathiques. Peut-être qu'à terme, il faudrait que je dédouble cette catégorie robot pour la rendre plus riche. Mais là, je pense à Intelligence artificielle de Spielberg, vous voyez, c'est-à-dire le double absolu, l'interlocuteur. Mais c'est déjà le cas avec la figure du golem, finalement. On crée un double parfait pour ne plus être seul dans l'univers. Mais la question qui se pose alors est, saurons-nous les aimer? Si vous avez vu le film Princeps du golem, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait le golem? On a créé une créature artificielle formidable. Ben, on va l'envoyer faire les courses. D'accord? Donc on pouvait penser à d'autres occupations, mais on voit que finalement, la question de ces créatures artificielles, c'est également la question, donc c'est ce que j'ai mis ici, sur la forme des dualismes ici, qui est le maître et qui est l'esclave, qui est le compagnon ou l'ennemi. Ces créatures vont-elles être maintenues sous la dépendance ou vont-elles au contraire s'émanciper? Sont-elles capables d'émotion ou sont-elles purement rationnelles? Voilà tous les ensembles de questions, de dualisme qui sont posées par les figures de robots. Alors les deux autres figures, elles sont moins centrales pour notre propos de ce matin, donc je vais passer très vite dessus. La première, c'est la figure du bétail. Donc ça désigne véritablement le vivant instrumentalisé. Voilà. Et donc, typiquement, le bétail, ce sont les vaches, les veaux, les cochons, les poulets. Et puis, dans la figure contemporaine, le bétail, ce sont les clones, en fait. Donc, ce sont des vivants que l'on créerait pour assouvir nos besoins, nos fonctions, des réservoirs d'organes, mais qui seraient traités uniquement comme des moyens et jamais comme des fins. Et donc, évidemment, si le bétail prétend être un personnage au sens plein, prétend à l'humanité, la question qui se pose, c'est la question de son identité, en fait. Et la question de notre capacité ou de notre
c'est pas capacité que je veux dire, de notre légitimité, nous humains, à exploiter d'autres vivants, d'autres supports vivants comme des raccourcis. Qu'est-ce qu'un bétail? C'est un raccourci pour produire des protéines, par exemple. Qu'est-ce qu'un clone? C'est un raccourci pour produire des organes. Voilà. L'autre figure qui m'intéresse beaucoup, c'est la figure du zombie, bien sûr. Alors, un zombie, pour moi, c'est absolument impossible, en fait. Hein. Ça n'a aucun sens, un zombie. Mais il y en a plein, donc on y croit, en fait. On aime croire aux zombies. Pourtant, c'est, vous voyez, quelque chose qui a toujours faim, mais qui n'est jamais rassasié. Ça n'a aucun sens d'un point de vue organique, on est d'accord. Et donc, qu'est-ce que prouve le zombie? Simplement d'un point de vue organique, je dirais, c'est la puissance du vital, le vivant qui prolifère. Donc évidemment, on a les zombies classiques, ceux qui sortent des cimetières, etc. Mais on peut penser que des fictions comme Prey de Crichton, donc la proie en français, des nanoparticules proliférantes qui se mettent à tout envahir et à tout coloniser, ça fait partie du zombie en quelque sorte. C'est le vital qui devient incontrôlable, qui ne réfléchit plus et qui n'en a rien à faire de nous les humains avec notre petit univers rationnel et construit. Donc ici la question c'est celle du vitalisme, c'est celle de la puissance vitale et la capacité des créatures artificielles à s'ensauvager. On peut dire que en quelque sorte Frankenstein est le premier zombie puisque en fait il est créé à partir de la mort et il a cette caractéristique tout à fait nette du zombie qu'il s'ensauvage en fait. Il sort du laboratoire et il entreprend de vivre dans le monde selon ses propres finalités. Hein? Donc c'est des finalités en général assez rudimentaires, mais peut-être légitimes, c'est ça la question qui nous est posée. Donc il exige le partage du monde en fait. Voilà, donc ça ce sont les personnages. Vous voyez, ça n'épuise pas le champ de tout ce que vous pouvez connaître. Vous avez peut-être déjà des mangas ou des choses dans la tête qui sont des objections à ce tableau. Mais voilà les personnages. Maintenant, on va tourner la page. On va essayer de voir finalement... Alors, il y a plein de choses à dire de ces personnages. Ici, je vais me concentrer sur, disons... D'abord, je vais me concentrer sur la quatrième colonne, la colonne qui s'appelle « Figure atténuée actuelle ». C'est-à-dire, en fait, il me semble que ces personnages, ils existent déjà dans la société et ils nous permettent de penser certains problèmes. Le mutant, on l'a dit, c'est la différence individuelle. La question du cyborg, c'est la question de la greffe. La question de l'organogue, c'est la question de l'outil. La question du robot, je la prendrais dans sa forme atténuée, vraiment. Le petit robot rond qui fait l'aspirateur sans qu'on ait... Ouais, c'est ça, au niveau le plus rudimentaire. Bien sûr, il y a des robots beaucoup plus intéressants. Hein. Mais pour moi, le plus exemplaire, c'est celui-là. C'est celui qui rentre chez vous sous la forme d'un aspirateur qui va tout faire tout seul. Mais oui, parce que pourquoi c'est le plus intéressant? Parce que il nous montre la question de la servitude, de l'esclavage, en fait. Et il nous montre finalement la médiation qui existe entre les machines et le personnel de service. En fait, c'est ça la question humaine et politique qui est posée à travers ça. Le bétail, on l'a dit, c'est tout simple, c'est la viande de boucherie, hein, sous sa forme atténuée actuelle. Et puis le zombie, ben alors, ici, ça serait le symbionte ou la greffe. En fait, ici, le cyborg, c'est plutôt la greffe, ou plus encore la prothèse, en fait, on devrait dire. C'est la prothèse qui se greffe, très bizarrement. Alors qu'ici, ça serait la greffe organique qui nous intéresse avec le zombie. Alors d'abord, quels sont les modèles politiques qui sont portés par ces différentes fictions? Le mutant, je l'ai dit, c'est une logique de la différence individuelle qui s'impose en fait. Qui s'impose par son excellence. Et donc, à mon sens, la logique du mutant, c'est une logique aristocratique. C'est une logique aristocratique au sens où ce sont les meilleurs, en fait, qui vont faire souche. Et c'est pour ça, finalement, là, on rejoint le versant noir du darwinisme. C'est ce qui nous conduit à la figure du darwinisme social, c'est-à-dire à l'idée d'un eugénisme, en fait. Plutôt que de s'en remettre à la loterie, dont j'ai insisté tout à l'heure qu'elle était centrale dans la figure du mutant, ce qu'il faut, c'est considérer l'aristocratie comme... enfin non, pardon, il faut produire ces mutants supérieurs. Je m'aperçois que j'ai largement dépassé le temps, donc je vais accélérer, pardon. Cyborg, j'ai mis, c'est communisme, au sens où c'est, au départ, j'entends communisme, communalisme, c'est-à-dire la mise en commun.
d'accord? Il y a des techniques, elles doivent être mises en commun et on peut tous y participer. Je vais passer sur la politique parce que je m'aperçois qu'il faut que je conclue, donc je vais passer directement à la dernière colonne qui boucle les deux parties de mon exposé. Le mutant, c'est la logique du transhumain, c'est celle qu'on a vue chez Huxley. L'avenir de l'humain se joue aujourd'hui, l'humain extraordinaire. Le cyborg, c'est la logique que j'ai appelée tout à l'heure celle du post-humain, c'est-à-dire au fond, le support organique est caduque et on doit aspirer à des supports supérieurs pour notre personnalité. Il faut poursuivre l'évolution au-delà de l'organique. L'organorque, c'est le juste humain, on l'a vu, l'humain outillé. Le robot aspirant humain et à la fois contre-humain, d'où la dualité de cette figure. Le bétail, le sous-humain, traité comme un instrument. Et le zombie, on pourrait dire, c'est le vital anhumain. Voilà, je m'excuse pour m'être laissé emporter par cette aventure fictionnelle et je vous remercie de votre attention. Merci.